Bonjour, une vidéo aujourd'hui pour vous introduire les notions d'aléas, d'enjeux et de risques, des notions que nous allons étudier aujourd'hui dans le cadre du climat et que vous reverrez l'année prochaine quand vous travaillerez sur le chapitre concernant les sciences de la Terre. Pour illustrer ces notions, apparaît à l'écran la ville de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis après le passage de l'ouragan Katrina en 2005. Cet événement a été responsable de la mort de 1836 personnes et de 108 milliards de dollars de dégâts. Inondations, tornades, submersions et ouragans sont des phénomènes climatiques qui peuvent entraîner de grands dégâts sur les installations humaines ainsi que de nombreuses victimes. Peut-on établir un lien entre la force d'un événement climatique et ses conséquences ? Pour répondre à cette question, nous allons nous intéresser à un exemple particulier, le cas de l'ouragan Matthew, mais avant cela, il faut faire un point sur la classification des ouragans. Les cyclones tropicaux sont classés en fonction de la vitesse des vents. Si les vents soufflent jusqu'à 63 km/h, alors nous sommes dans le domaine des dépressions, un terme que nous avons déjà vu en classe. Au-delà des 63 km/h et jusqu'à 118 km/h, on parlera de tempête tropicale. Si les vents dépassent 119 km/h, alors on parle d'ouragan, classé en catégorie de 1 à 5 en fonction de la puissance des vents. Revenons à l'ouragan Matthew, qui se forme dans l'océan Atlantique le 28 septembre 2016, avant de se diriger vers les Caraïbes et les États-Unis. Il commence comme une dépression qui va se déplacer vers l'ouest en se renforçant. Elle atteint le statut de tempête tropicale avant de passer sur les Antilles. Matthew ne fera alors aucune victime. Lorsqu'il arrive à Haïti, 6 jours plus tard, sa puissance s'est grandement renforcée. Et Matthew est désormais un ouragan de catégorie 4 qui va ravager Haïti où il fera plus de 1000 morts. Un jour plus tard, il atteint Cuba sans perdre en intensité, mais aucune victime n'y est à déplorer. Matthew se dirige alors vers le nord où il va longer les côtes américaines. Son intensité va diminuer quelque peu et il sera rétrogradé au rang d'ouragan de catégorie 3. Il fera cependant 12 victimes en Floride et 3 en Caroline du Sud. Résumons ces informations dans un graphique. Nous avons déjà vu que l'intensité, ou la force si vous préférez, de Matthew a varié au cours du temps. Après avoir dépassé les Antilles, son intensité augmente fortement et ne diminuera que peu à son arrivée aux États-Unis. Si l'on regarde maintenant le nombre de morts, on remarque qu'il n'y a pas de correspondance directe entre la force de l'ouragan et le nombre de victimes aux différents lieux de passage du cyclone. Plus de 1000 morts sont à déplorer à Haïti, mais 0 à Cuba, alors que la catégorie du cyclone, lors de ces deux événements, est de 4. Plus curieux encore, si on compare le passage de Matthew à Cuba et aux États-Unis, on remarque que le nombre de victimes en Floride et en Caroline du Sud est supérieur, alors que la catégorie de l'ouragan est passée de 4 à 3, depuis son départ de Cuba. Pour expliquer cela, il faut introduire différentes notions. La notion d'aléa tout d'abord. Ici, l'aléa météorologique. L'aléa, c'est la possibilité qu'un phénomène naturel se produise en un lieu donné, à un moment donné, avec une intensité donnée. À cette notion d'aléa, il faut comparer la notion d'enjeu. L'enjeu est constitué des populations, des biens, des constructions ou des écosystèmes qui peuvent être menacés par un aléa. La combinaison de ces deux notions permet de définir le risque naturel. Le risque naturel, c'est donc la combinaison d'un aléa et d'un enjeu humain, économique ou environnemental en un lieu donné. Ces notions vous paraissent peut-être un peu floues. Illustrons-les avec des exemples. Dans ces deux simulations, l'aléa est le même. Ici, une tornade. Dans la simulation 1, aucune installation humaine, pas d'habitants, la tornade ne risque pas de faire de dégâts et ou de victimes. L'enjeu est nul. Ce n'est pas le cas dans la simulation 2, où la tornade se forme au milieu d'une petite ville, avec habitation et habitants. L'enjeu est ici important.
Le risque entre ces deux simulations varie donc de façon importante. Il est faible, voire nul, dans le cas de la simulation 1, alors qu'il est élevé dans le cas de la simulation 2. Revenons à l'ouragan Matthews. Cette représentation sous la forme d'un graphique n'est pas la plus adaptée ici. Passons à un tableau. Comment expliquer que le nombre de victimes de l'ouragan Matthews ne soit pas directement lié à la force des vents? Il faut ici s'intéresser à l'enjeu. L'enjeu étant ici le nombre d'habitants dans les zones traversées par Matthew. Analysons ces nouvelles informations. On peut réfléchir ici en termes d'aléas, d'enjeux et de risques. L'aléa ici est représenté par l'intensité de Matthew dans les différents lieux qu'il a traversés. Il était faible sur les Antilles, élevé au niveau des États-Unis, en Floride et en Caroline du Sud, et très élevé pour Haïti et Cuba. L'enjeu, quant à lui, dépendait de la densité de population dans les zones touchées par le cyclone. L'enjeu était faible à Cuba et en Caroline du Sud, élevé en Floride et très élevé aux Antilles et à Haïti. La combinaison de l'aléa et de l'enjeu permet de déterminer le risque de chaque zone. Faible dans le cas des Antilles, de Cuba et de la Caroline du Sud, il était élevé en Floride et très élevé à Haïti. Ces différences dans les risques des zones traversées par Matthew expliquent les différences du nombre de victimes dans les différentes zones. Un risque très élevé à cause d'un aléa et d'un enjeu très élevé explique le nombre de victimes important à Haïti. L'aléa était également très élevé à Cuba, mais l'enjeu était lui faible, d'où un risque faible, et donc aucune victime n'a été à déplorer. Comment s'adapter à ce risque climatique? Plusieurs méthodes existent. On peut d'abord prévoir l'aléa climatique. Ce sont les prévisions météorologiques et climatiques basées sur des études scientifiques et qui permettent de prévoir quels événements pourraient menacer à l'avenir les zones concernées. Il y a également la prévention. Utiliser des méthodes de protection ou des adaptations afin de protéger les populations telles que la construction de digues pour éviter les submersions sur le littoral ou favoriser le développement des zones humides sur les rivières pour éviter les inondations. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Je vous invite à compléter la fiche correspondante et nous on continuera ce chapitre ensemble en classe. À bientôt!